Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument fascinant et vital, les risques associés au transfert de matériel biologique d'un humain à un autre. La transfusion sanguine, on le sait, c'est un acte médical qui sauve littéralement des milliers de vies chaque jour. Mais au fond, c'est ni plus ni moins qu'une greffe d'organes temporaire. Et forcément, ça vient avec son lot de défis et de complications systémiques qu'il faut absolument maîtriser. Avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur les termes. Oubliez la vieille expression « accident transfusionnel ». Aujourd'hui, en clinique, on parle des IIR, c'est-à-dire d'effets indésirables receveurs. Concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est absolument toute réaction défavorable chez un patient qui est liée, ou même juste potentiellement liée, à l'administration d'un produit sanguin labile, ce qu'on appelle un PSL. C'est vraiment la base de tout notre système d'hémovigilance moderne. Pour s'y retrouver dans ce labyrinthe médical, on va suivre un plan d'attaque très clair en 6 parties. La thérapie à risque, les chocs immunologiques immédiats, puis les réactions tardives. Ensuite, on regardera les surcharges et chocs bactériens, les risques infectieux à long terme, pour terminer sur notre bouclier, la sécurité et la traçabilité. Allez, première partie, une thérapie à risque. Pour donner du sens à tous ces effets secondaires possibles, on utilise un arbre de classification qui est une véritable boussole. Imaginez une matrice toute simple, à 4 cases. D'un côté, on classe selon le mécanisme, est-ce que c'est immunologique ou non, et de l'autre côté, on regarde le timing, est-ce que ça se déclare immédiatement ou bien plus tard. C'est tout bête, mais c'est cette grille de lecture qui va dicter absolument toute la prise en charge médicale au lit du patient. Et pour se faire une idée de la réalité du terrain, gardez ce chiffre en tête, on estime qu'un accident immunologique immédiat survient lors d'une transfusion sur 6 000 à 12 000. Ça peut paraître faible comme ça, mais quand on met ça en perspective avec les dizaines de milliers de poches de sang transfusées quotidiennement dans le monde, eh bien le calcul est vite fait. C'est une réalité clinique de tous les jours. On passe à notre deuxième partie, les chocs immunologiques immédiats. Là, on parle des alarmes foudroyantes de notre corps. Le cauchemar absolu des premières 24 heures, c'est la réaction hémolytique aiguë, souvent à cause d'une redoutable erreur d'incompatibilité de groupe sanguin ABO. Visuellement et cliniquement, c'est très violent. Le patient se met à trembler avec des frissons intenses, sa température grimpe, il ressent une douleur lombaire typique et ses urines deviennent soudainement foncées, presque rouges, à cause du sang détruit. Sans action immédiate, on file tout droit vers un choc cardiovasculaire majeur et un arrêt total des reins. Face à ce chaos vasculaire, pas le temps de tergiverser. Le premier réflexe, l'acte vital, c'est de couper littéralement l'arrivée du produit. On arrête la transfusion sur le champ. Ensuite, on maintient impérativement la voie veineuse ouverte pour balancer de l'oxygène, remplir le système vasculaire et relancer la machine rénale avec ce qu'on appelle une duresse forcée. Chaque seconde compte. Bien sûr, l'hémolyse n'est pas le seul risque immédiat. L'organisme peut faire un rejet ciblé sur d'autres éléments. On va voir apparaître des réactions fébriles classiques ou de violentes réactions allergiques, allant de l'urticaire géante au choc anaphylactique total qui bloque la respiration. Et puis, il y a le TRALI, un acronyme très redouté pour décrire un œdème aigu du poumon lié à la transfusion. Les poumons se remplissent de liquide, le patient devient bleu. C'est une urgence respiratoire absolue. Et là encore, la procédure est stricte. Une suspicion de TRALI ou une grosse allergie, bam, on arrête tout de suite la transfusion. Mais l'action médicale ne s'arrête pas là, bien au contraire. Il faut déclencher l'alerte auprès du réseau d'hémovigilance. Et surtout, tracer la moindre rougeur, le moindre symptôme dans le dossier. Cette paperasse n'en est pas une, c'est l'assurance vie du patient pour qu'il ne revive jamais la même chose lors d'une future intervention. Ce qui nous amène à la troisième partie, les réactions immunologiques tardives. Alors, imaginez que les premières 24 heures se soient bien passées. On est tiré d'affaire ? Eh bien bon, le système immunitaire est parfois un tueur silencieux. Contrairement à l'hémolyse aiguë qui explose directement dans les vaisseaux sanguins de façon dramatique, l'hémolyse retardée prend son temps. Elle est déclenchée par des anticorps diffables qui passent sous le radar des tests préalables. Résultat, les globules rouges sont détruits à petit feu au cœur même des tissus, ce qui provoque une jaunisse et des urines sombres des jours voire des semaines plus tard. C'est infiniment plus furtif. Et on a d'autres pièges à retardement. Prenez le purpura post-transfusionnel par exemple. Entre 5 et 10 jours après la transfusion, les plaquettes s'effondrent de façon critique. Il y a aussi l'alloimmunisation, qui n'est finalement qu'une réponse normale du corps face à la génétique d'un donneur différent. Et dans le pire des scénarios, chez les patients dont le système immunitaire est gravement affaibli, on peut observer une réaction cauchemardesque, la maladie du greffon contre l'hôte. En gros, les globules blancs du donneur prennent le contrôle et se mettent à attaquer les propres cellules du patient. Quatrième partie, explorons les surcharges et les chocs bactériens. Jusqu'ici, on parlait de guerre d'anticorps, mais il faut séparer ces conflits internes des pures menaces physiques ou extérieures. C'est notre fameuse distinction non immunologique. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Eh bien, ça peut être un volume de liquide beaucoup trop massif envoyé dans les veines,
ou encore une bactérie amoureuse du froid qui a fait sa vie tranquillement dans la poche de sang au frigo. Et si par grand malheur, du sang contaminé par des bactéries est infusé, la sanction est immédiate. C'est ce qu'on appelle un choc endotoxinique. C'est terrifiant. Le corps hurle avec des frissons qui n'en finissent pas, les extrémités deviennent complètement cyanosées, et il peut même y avoir des signes digestifs fulgurants avant que le cœur et les reins ne lâchent. C'est une véritable course contre la montre. La réplique face à un tel choc demande une précision clinique redoutable. On arrête immédiatement le sang, bien sûr. Mais la priorité numéro 1, c'est l'enquête. On doit absolument prélever des échantillons sanguins chez le patient pour identifier la bactérie. Et la poche de sang incriminée ? Elle est solidement clampée et part en urgence absolue au labo de bactériologie pendant qu'on bombarde immédiatement le patient d'antibiotiques à large spectre. Au-delà des bactéries, l'excès peut lui aussi être fatal. Des transfusions trop rapides ou trop massives provoquent des surcharges, purement mécaniques. Le cœur n'arrive plus à pomper tout ce volume, la tension explose, la respiration se bloque, on appelle ça le TACO. Mais le problème est aussi chimique. Le citrate utilisé pour conserver la poche de sang va littéralement piéger le calcium du receveur, déclenchant des crises de tétanie. Et si on ajoute à ça le potassium massif relâché par de vieux globules rouges, c'est toute la chimie interne du patient qui disjoncte. 5e partie, les risques tardifs et infectieux. Projetons-nous un peu sur le long terme, bien après le retrait de la perfusion. Rassurez-vous, la médecine a fait des bonds de géants. Les risques de transmettre des virus graves comme le VIH ou les hépatites sont devenus quasi nuls aujourd'hui, grâce au dépistage génomique de pointe. C'est une victoire scientifique majeure. En revanche, un vrai problème subsiste pour les patients qui reçoivent du sang très régulièrement, le fer. Il s'accumule de façon toxique dans les organes, provoquant une hémosidérose qui nécessite de lourds traitements pour nettoyer le corps. Il faut aussi garder un œil extrêmement vigilant sur certains parasites tenaces, comme celui du paludisme. Et puis, il y a le cas très particulier du cytomégalovirus, le fameux CMV. Pour une personne en pleine santé, recevoir ce virus, c'est complètement indolore, ça passe totalement inaperçu. Par contre, transfuser ce même virus à un grand prématuré ou à une personne sous chimiothérapie, et l'infection devient potentiellement mortelle. C'est pour ça qu'on a systématisé la déleucocytation. Ça veut tout simplement dire qu'on filtre minutieusement tous les globules blancs de la poche de sang, là où le virus a l'habitude de se cacher, pour protéger les plus vulnérables. Et enfin, 6e et dernière partie, la sécurité et la traçabilité. Après avoir passé en revue tous ces scénarios, des tempêtes d'anticorps aux invasions bactériennes, une conclusion très pragmatique s'impose. Le risque zéro n'existe tout simplement pas en médecine. C'est une vérité qu'il faut accepter. La réalité du terrain, c'est qu'énormément d'accidents graves proviennent d'une simple erreur humaine dans une chaîne logistique ultra complexe. La véritable sécurité médicale, ce n'est donc pas de croire aveuglément que le danger a disparu. C'est d'encadrer, de vérifier et de verrouiller absolument chaque étape par des processus béton pour maîtriser ce risque. Ce qui nous laisse avec une réflexion fondamentale pour terminer ce décryptage. Puisque cette thérapie de l'extrême comporte des risques inhérents, comment la traçabilité infaillible du donneur jusqu'à la veine du receveur constitue-t-elle notre rempart ultime ? Le contrôle systématique au pied du lit du patient, l'hémovigilance, le suivi informatique, c'est ce filet de sécurité qui rend la transfusion moderne possible. Comprendre que chaque étape est là pour valider et sécuriser la précédente, c'est saisir la beauté, mais aussi la responsabilité colossale de la médecine d'aujourd'hui. Ce système complexe de vérification incessante, n'est-ce pas fascinant ? Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de la transfusion sanguine et à très bientôt pour un nouveau décryptage.